Chers participants, bon après-midi à vous tous et bienvenue à l'atelier d'aujourd'hui, l'atelier le plus demandé sous le nom la méthodologie de recherche. Dans le premier cours de cet atelier, nous allons voir l'introduction de la recherche scientifique et les importantes méthodologies de recherche. Tout cela avec professeur Anis Montmen, l'un des professeurs les plus talentueux dans l'école nationale au Maroc. Accordons maintenant la parole à Dr Anis. Dr Anis, la parole est à vous. Vous pouvez commencer le premier cours de votre atelier. Professeur Anis, allumez votre micro. Ah ben, du coup, j'aime pas beaucoup Teams, c'est pour ça. Bon, je vous remercie infiniment hein, de m'avoir donné cette occasion de vous rencontrer à distance à travers cet atelier. On va essayer de se découvrir ensemble et de découvrir les notions qu'on va essayer de voir tout au long peut-être de cet après-midi. Euh, Avant de commencer, donc je tiens tout d'abord à vous remercier, remercier pour cette invitation, à remercier l'ensemble des participants qui sont là aujourd'hui. Espérons que ça va être utile, que ça va contribuer quelque part dans votre parcours. Je vous remercie infiniment, Madame Malak, et je remercie l'ensemble de l'équipe de votre université, euh, des, euh, des Comores. Donc, je vous remercie infiniment et je suis très, très ravi d'être parmi vous aujourd'hui. Donc, c'est comme ça a été introduit par cher collègue Malak. Donc, je suis Anis Moumen de l'Université nationale des sciences appliquées de CNETRA, l'Université Ben Toffaïl, plutôt de l'École nationale des sciences appliquées de CNETRA, l'Université Ben Toffaïl du Maroc. On est très, très ravis. Nous, on est on essaie de travailler avec nos chers doctorants. Mes webinaires sont aussi enregistrés dans ma chaîne YouTube. Vous pouvez aussi les consulter quand vous serez plus libre, en tout cas. Donc, cet après-midi, on va essayer de faire d'abord une introduction à la recherche et à la recherche scientifique. Puis après, on va aller faire un petit tour, on va dire, quelque part, dans ce qu'on appelle les différentes méthodologies de recherche. J'espère que le son est clair, que vous arrivez à voir mon écran. Et je ne sais pas combien j'ai de temps pour que je puisse gérer un peu mon temps. En tout cas, Madame Malak, n'hésitez pas à m'avertir quand le temps s'écoulera. J'aurai combien de temps, Madame Malak? On aura jusqu'à 20h30, donc il n'y a pas de souci. D'accord, 20h30, c'est à peu près 20h30 de chez vous, c'est à peu près 2 heures de maintenant, c'est ça? 2 heures? 2 heures, 3 heures? On aura Bon, deux à peu heures. près. Oui, on aura 2 heures. Ne vous inquiétez Très pas, bien. professeur, pardon. Avec plaisir. Donc, mes remerciements encore une fois à l'Université Médocène. Je suis très ravi d'être parmi vous aujourd'hui. Donc, je fais toujours mon introduction en essayant d'abord d'instaurer ou de proposer, quand on veut bien la traduction, une définition de ce qu'on appelle la recherche scientifique. Et c'est un atelier, donc n'hésitez pas à partager c'est vrai que c'est pas évident d'échanger quand c'est à distance, mais je vais faire de temps à autre quelques moments de repos pour qu'on puisse un peu échanger. D'accord? Ensemble. Donc, n'hésitez pas à laisser vos questions, votre intervention aussi au niveau du chat. Je reviendrai si vous le souhaitez. En tout cas, je vais m'arrêter un petit moment. Donc, la recherche scientifique, c'est une phrase nominale, hein. Donc, nous avons à la fois la recherche qui est un peu avec un qualificatif qu'on appelle scientifique. Mais d'abord, qu'est-ce que c'est que chercher ou qu'est-ce que c'est que la recherche? Donc, on cherchera certainement quelque chose qu'on veut bien trouver. On cherchera certainement quelque chose qu'on ne connaît pas, forcément d'avance. On cherchera peut-être des choses, on cherchera certainement des choses qu'on a certainement besoin.
D'accord? Quand vous perdez quelque chose, l'action que vous êtes en train de faire, c'est l'action de chercher. D'accord? Donc, certainement, l'humain, quand il a voulu un peu parler de recherche scientifique, ou quand il a créé cette activité, donc c'est la recherche scientifique principalement, c'est une activité humaine. On fait la recherche scientifique d'abord par des humains et avant tout et finalement pour les humains. Mais cette action, hein, cette activité scientifique, cette activité en tout cas humaine, elle a un but et un objectif. D'accord? Donc on peut le voir quelque part, cette recherche, ce fameux verbe rechercher. Donc c'est quelque part un ensemble d'actions. Hein, donc c'est un gros projet, mais quelque part à l'intérieur, il y a beaucoup de sous-actions, de sous-tâches. C'est une grosse tâche, un gros projet où il y a énormément de tâches à l'intérieur. Et donc, quand l'humain a voulu faire de la recherche scientifique, il avait envie de quelque chose. Son principal objectif, c'est d'abord de répondre à son besoin crucial. Il ne faut pas oublier que l'humain, il ne créera pas quelque chose de nouveau que lorsque il est sous contrainte. Il va être très innovatif certainement quand il va être dans des conditions hors de ce qu'on appelle la zone de confort. Et donc, quelque part, la recherche scientifique en tout cas, il a un but principal, c'est que il va tenter avec l'humain, avec cette activité particulière, il va tenter de produire de ce qu'on appelle la connaissance. Donc, du coup, la recherche en elle-même, c'est un ensemble d'actions, d'activités que l'humain va faire pour essayer de sortir de ce qu'on appelle une zone d'ombre, euh, l'ignorance, le non connu, vers quelque part une zone de lumière, ce qu'on appelle la connaissance ou le connu. Donc, il va essayer de passer de cet état de non-connaissance, à un autre état qu'on appelle la connaissance. Donc, la recherche scientifique, en tout cas, la recherche scientifique, il a comme but principal d'arriver à produire de ce qu'on appelle la connaissance. Donc, quand vous voyez un peu, j'ai choisi quelques affirmations ici, vous pouvez choisir la vôtre si vous voulez, mais je vais prendre la plus courte, je suis un peu euh, lazy, comme on peut dire en anglais, a systematic investigation to find answers to our problem. Donc, qu'est-ce que c'est que la recherche scientifique? C'est quelque part un processus, quand on dit systématique, c'est quelque part un ensemble enchaîné de process, de tâches, d'actions, etc. Et c'est une investigation, donc c'est une démarche quelque part, mais c'est une investigation, ça veut dire que quand on fait de la recherche, notre but principal, c'est de passer du non connu vers le connu. Justement, comment on va faire ça? D'abord, on va se poser des questions, d'accord? On va se poser des questions pour tenter de trouver des réponses. Il s'avère, ça c'est un peu le bizarre dans l'histoire, que l'humain, c'est comme il est venu dans ce monde, dans cet univers, pour essayer justement de découvrir quelque chose. Donc, plein de choses, et parmi les choses qu'il va essayer de découvrir, c'est justement de la connaissance. Étant donné que l'humain, il a peur de quoi? Il a peur du vide. Il a peur certainement de l'ombre. Donc, aucun de nous ne pourrait vivre éternellement dans l'ombre. Et donc, l'ombre et le non-lumière, c'est quelque part la non-connaissance. Et donc, l'humain, quand on va tenter de produire cette connaissance, son but principal, c'est de sortir de cet état qui lui fait peur, qui est de la non-connaissance, et pour aller vers un autre état qui est de la connaissance. Et donc, il va passer par un ensemble d'états, quelque part. Donc, son problème principal, le début et le déclenchement de la recherche scientifique, ce fameux verbe rechercher, va être certainement quand on va trouver une zone d'ombre, là où il y a de la non-connaissance. Nous n'avons pas de connaissance autour d'un sujet particulier, autour d'un objet particulier, autour d'un phénomène particulier, autour de, de quelque chose qui nous vient, qui nous perturbe quelque part dans ce qu'on appelle un problème. Mais le premier des problèmes, hein, c'est quoi? C'est d'abord qu'il y ait de la non-connaissance. Et bien voilà, c'est ça la recherche scientifique. La recherche scientifique, si on veut faire une conclusion, c'est une activité humaine
dont le but principal, c'est de répondre à un ensemble d'interrogations, bien évidemment, hein, c'est une activité humaine, donc c'est fait par des humains, ce qu'on appelle les chercheurs. Et donc, pour répondre à une série de questions, ces séries de questions, ils n'ont été initiées que parce que nous avons un manque ou une absence de connaissances autour de la réponse la plus probable possible ou la plus certaine ou sûre possible. Donc, si on prend la troisième définition, la scientific research est un systématique, c'est-à-dire c'est un ensemble de process très organisé. Derrière, c'est une méthode contrôlée empiriquement. Hein, donc, on est quand même, c'est une activité qu'on ne pourrait pas le faire comme ça. Donc, il faut un préalable. Hein, surtout quand on va faire ce qu'on appelle de l'expérience, il faut quand même contrôler son expérience. Et quand on va faire aussi ce qu'on appelle l'observation, la description, et il faut quand même, quelque part, au moins être à l'abri du danger, quelque part. Le fameux chercheur qui va observer. Et c'est une investigation. Pourquoi? Parce que le chercheur, celui qui va faire cette recherche, il va se poser plein de questions. Plein de questions, mais c'est un peu bizarre dans le métier de la recherche et chez le chercheur. Il va essayer quand même de proposer une série de réponses à ces fameuses questions. Et des fois, donc, le chercheur dans son métier, donc c'est un métier, la recherche, le chercheur dans son métier, il va galérer peut-être à trouver la question de recherche, ce qu'on appelle la question de recherche. Il va passer beaucoup de temps à essayer de trouver, à formuler la question de recherche. C'est ça ce qui fait la différence du métier de chercheur par rapport aux autres métiers, c'est que formuler la problématique est problématique pour le chercheur. Et justement, ça pourrait être un premier résultat de la recherche scientifique, c'est la formulation de la problématique. Et on pourrait accompagner cette fameuse question de recherche par des possibilités de réponse, ce qu'on appelle des propositions, qui vont être le sujet de tout un travail du chercheur, de son équipe. Oui. Vous avez changé de diapo ou non? Non, pas encore. Je suis toujours là. J'ai cru qu'il y avait un problème. C'est pas grave, tu peux continuer. Non, ça va. Ah, c'est ça le changement. Ça va maintenant? Oui, ça va. C'est juste que j'étais un peu inquiète sur le changement des diapos, c'est tout. Ah bah non, Juste, je prends un peu de temps pour un peu discuter la chose. Et du coup, c'est un peu ça la recherche scientifique. Son but principal, c'est d'arriver à cette fameuse production de la connaissance. Et le connu, c'est justement le contraire du non connu, de l'inconnu. Alors, avant de continuer, est-ce que vous avez des questions ou une interaction? Ok, pour ceux qui ont des questions, vous pouvez soit lever la main, soit l'écrire sur le chat. Docteur, si vous pouvez revenir à la présentation, s'il vous plaît, je gère la situation, ne vous inquiétez pas. D'accord, ça marche. Donc, pour ceux qui ont des questions, vous pouvez soit lever la main, soit l'écrire sur le chat. Ok, je pense que personne n'a des questions. Vous pouvez continuer, professeur. D'accord, donc s'ils n'ont pas de questions, moi j'ai une question. Alors, sur le chat, donnez-moi un mot, deux mots, trois mots qui vous viennent de l'esprit à propos de tout ce que nous avons, tout ce que vous avez entendu jusqu'à cet instant. Donc, j'aimerais bien découvrir un peu ce que vous avez dans votre tête. Donc, un mot, deux mots, trois mots dans le chat. Allez, tout le monde? Qu'est-ce que vous avez compris jusqu'à maintenant? Nous attendons nos participants appliqués. Esprit critique varie. Très bien. OK. Ok, les autres? Effectivement, donc un chercheur, effectivement, c'est ça. Hein. Quand on parle du profil d'un chercheur, quelque part, et là, cette qualité. La qualité de quoi? La qualité de voilà, critiquer. ils viennent. Ali Hamidi, collecte, analyse et production. Très bien. Maher Alima, passer de l'inconnu au connu. Mina, l'esprit scientifique. Effectivement. Mina, c'est l'esprit scientifique.
Donc, si on prend ces mots, quelque part, la méthode de recherche scientifique, la recherche de la vérité. de la Très bien. vérité. Mhm. J'aime bien, par exemple, Maher. Il nous dit, depuis tout à l'heure, je parlais de ça, donc passer de l'inconnu vers le connu, quelque part. Mais on passera Sortir de de la zone de l'inconnu, confort. voilà. Donc on passera de l'inconnu vers le connu, certainement avec une certaine méthode, ce qu'on appelle la méthodologie de recherche scientifique, ou la méthode de recherche scientifique. Et en tout cas, ce qu'on appelle la méthode du chercheur, au moins. D'accord? Et qu'est-ce que c'est justement la méthodologie de recherche scientifique? La méthodologie de recherche scientifique, c'est la combinaison de plusieurs méthodes de certains chercheurs. D'accord? Et bien évidemment, ce ne sont pas des méthodes qu'on va juste inventer pour le plaisir, mais ce sont des méthodes qui vont suivre un enchaînement, quand on parle d'esprit critique, et une logique, d'accord? Mais surtout, ce sont des méthodes qui sont prouvées. C'est-à-dire quoi, prouvées? C'est-à-dire que quelque part, la communauté scientifique, il va s'approprier les méthodes, d'accord? Il va les s'approprier pour pouvoir les répéter, les dupliquer. Et si on retrouve plus ou moins les mêmes réponses ou les mêmes résultats que les fameux chercheurs, ça veut dire, et en répétant ceci, cet exercice plusieurs fois, cette méthode devient une méthode connue et adoptée par les chercheurs. Donc, on passera de l'état, comme l'a dit Maher, de l'état de l'inconnu vers le connu, mais tout en poursuivant un chemin qu'on appelle, selon ce qu'on appelle une méthodologie de recherche. La méthodologie de recherche, c'est la combinaison de plusieurs méthodes de chercheurs. C'est aussi une proposition d'une méthode de chercheur. Et en tout cas, c'est une démarche. C'est une démarche suivie par le chercheur pour pouvoir aboutir à un but donné qui est quoi? Qui est tenter, quelque part, de construire la connaissance pour justement arriver vers l'aboutissement final qui est quoi? La production de la connaissance. Le chercheur qui fait cette activité, il a un profil particulier. Voilà. Il va certainement sortir d'une zone de confort, lui déjà, avant de nous faire sortir nous tous d'une zone de confort. Il va certainement aller heurter l'inconnu. Avec quoi? Bien évidemment, avec armé de son esprit, de sa façon de faire, mais surtout, il va être armé de ce qu'on appelle le courage. D'accord? Il va être armé, pour ce que vous avez dit tout à l'heure, un esprit critique. Et je mettrai deux lignes rouges hein, sur le mot critique. D'accord? Quand on parle de critiquer, on ne va pas critiquer gratuitement, quand même. On va critiquer non pas la personne. D'accord? Le chercheur, une de ses qualités, c'est qu'il va essayer le plus possible, des fois ce n'est pas possible, mais le plus possible d'être le plus objectif possible par rapport à ce qu'il est en train d'étudier. Mais des fois, ce n'est pas tellement évident quand on a affaire à de ce qu'on appelle des sujets de recherche, des individus de recherche de même nature. C'est-à-dire que quand le chercheur, il va être de ce qu'on appelle les disciplines des sciences sociales, sciences humaines, etc. Et donc, là, le chercheur, il est humain, il est en train d'étudier des individus qui sont humains. Ou des activités faites par les humains, etc. Donc, des fois, ce n'est pas tellement possible pour lui d'être forcément objectif, le chercheur. Mais c'est une qualité que le chercheur va essayer de se forcer, de la forger pour lui. D'accord. Certes, j'ai un slide, mais j'adore l'échange. D'accord. Donc, n'hésitez pas. On va essayer, on va faire comme ça. Nous avons 2 heures ou 3 heures. C'est très ennuyeux de faire passer que des slides. On va quand même sortir de la monotonie des slides pour rester dans l'échange. Donc, restez éveillés avec moi. Très bien. Et on a dit que cette construction, justement, comme l'a dit Younes, la construction de cette fameuse connaissance va se faire selon une démarche. Et apparemment, il y a un point de début de cette démarche. À votre avis, à votre avis, c'est quoi ce point de début de la démarche de ce fameux chercheur? Donc, quelle est la démarche de fameux chercheurs? Vous pouvez Voilà. répondre via le chat. Juste le point de début. À votre avis,
serait quoi le point de vue de ce fameux chercheur? Identifier Ouais, le problème, ouais. une Là, irritation. Pardon, identifier le problème, c'est qui? Zainab, pardon. Mina, la ouais. curiosité. Brahim, une irritation. Maha, Jabri, pardon. Les recherches précédentes qui ont rapport avec le thème. Très bien, très bien. Une question de recherche, Omar. Le manque de la connaissance, Bel Madadia. Mhm. Chercher le gap. Mahir, Alima, Younes, Amouche, c'est ce Très qu'on bien. appelle knowledge gap. Alors, je vous remercie infiniment. Vous êtes très, très impliqué avec moi dans ce webinaire, donc je suis très ravi. Je vais commencer par un mot clé. Vous pouvez continuer à me livrer les mots. C'est très intéressant. Je vais chercher par le mot clé délivré par un de vos collègues, la curiosité. Alors, la curiosité, on pourrait le voir comme étant un point de début, mais moi, je vais le voir comme étant une qualité. C'est un profil, c'est un élément parmi les éléments qui vont caractériser un chercheur. C'est sa curiosité. Ben justement, grâce à ce profil, grâce à cette qualité du chercheur, il va venir pour, comme il l'a dit un de vos collègues, matérialiser cette curiosité en se posant ce qu'on appelle une question. Une question, pour l'instant, on va l'appeler question, juste question. Parce que deux recherches, c'est encore une fois une autre manière de catégoriser la question. D'accord? Mais la curiosité, qui est une qualité importante du chercheur, va lui poser, va le pousser pour poser une question. Donc le point de départ du chercheur dans son chemin pour passer de l'inconnu vers le connu serait certainement le fait de poser une question. Maintenant, est-ce que réellement c'est un point de départ? D'accord? C'est pas tellement. Hein. Le fait de poser une question, ça va venir, comme il a dit Hamdawi et les autres aussi avec lui, ça va venir du fait il va pas se poser une question, comme on l'a dit là tout à l'heure, que lorsqu'il va être dans ce qu'on appelle une zone d'ombre. C'est comme si je suis quelque part dans une chambre très lumineuse, illuminée, etc. Et à un certain moment, je sors de ma chambre, je reste un peu dans une zone plus ou moins illuminée, de plus en plus, je me dirige quelque part, et il y a moins de lumière et plus de l'ombre. Bah, certainement, quand je suis attaqué et envoyé par de l'ombre de partout, de l'obscurité de partout, certainement, à un certain moment, je vais dire, mais c'est quoi ça? Qu'est-ce que je fais là? Qu'est-ce que c'est que ça? Ben, c'est pourquoi, etc., etc., etc. Ben, le fait de se poser ces questions, ben, c'est ça notre fameuse point de départ, cette fameuse question. Mais il viendrait certainement du fait que on était dans une lumière, dans une zone lumineuse, et on va y aller voir une zone non lumineuse. Bah justement, cet exercice s'appelle quoi? Ça s'appelle la recherche bibliographique, comme il a dit Monsieur Duhir. Je vous remercie infiniment. C'est ça. Donc justement, quand il va continuer son travail, qui est quoi? Aller vers la formulation, comme vous l'avez dit, l'identification de la problématique. Hein. La formulation de la problématique en identifiant la fameuse problématique. Quand il va faire un exercice important qui est le diagnostic de l'état de connaissance actuel, qu'on appelle la revue de littérature, quand il va faire cette fameuse recentement des travaux antérieurs, quand il va tout simplement, pour être pratique pour les gens qui adorent la pratique comme moi, quand il va tout simplement aller dans une bibliothèque, choisir des bouquins et commencer à les lire. Aller dans une bibliothèque, maintenant on est dans le digital, aller dans une bibliothèque digitale. Maintenant, nous avons ce qu'on appelle des moteurs de recherche et taper sur les moteurs de recherche ce qu'on appelle des mots-clés. Puis, on va essayer de recenser les travaux antérieurs et commencer à les lire petit à petit. Ce qu'on est en train de lire est normalement, c'est au moins une tentative de construction de la connaissance.
Donc, on est quelque part dans une zone lumineuse. Mais en faisant cette lecture, notre but final, c'est quoi? C'est justement de sortir vers une zone de l'ombre. Est-ce que c'est bon? Oui, c'est clair, je pense. Si vous pouvez aller au PowerPoint et je gérerai la situation pour les commentaires et ceux qui Ah, lèvent la main. j'adore. Malak, j'adore interagir. Moi, je ne fais pas de PowerPoint. Moi, je n'aime pas les PowerPoint. Je suis anti-PowerPoint. D'ailleurs, mes étudiants, s'ils sont là, ils me connaissent, hein. Donc, j'adore beaucoup plus les mots-clés, hein. Sont agréables dans les mots-clés. Alors, si vous Ok, m'avez ok. suivi, Aucun problème. Si vous pouvez arrêter le partage s'il n'y a pas de présentation. ah, bah parce que je me partage moi-même, hein. C'est juste pour que je puisse me voir et vous voir. C'est tout ça. C'est simplement cela. D'accord, il n'y a aucun souci. Ah bah oui, vous savez, nous les profs, on adore nos classes. Donc on fait tout ce qu'il faut pour qu'on puisse reproduire les classes, même en état de meeting, etc. Et Teams, machin, etc. On fera tout pour reproduire l'environnement classe. Donc on peut rien, je suis Il n'y a désolé, aucun hein. problème. Ah bah sinon, vos étudiants vont avoir marre certainement de la présentation, parce que c'est une présentation très lourde. Donc, la faire juste avec des slides, ils vont certainement aller boire des cafés en attendant que je termine la présentation. Non, Ou non, non, c'est non, pas, vous pouvez continuer, c'est professeur. c'est Non, certainement pas votre but. Oui, oui, j'imagine. Alors, si vous m'avez suivi, donnez-moi certains mots-clés, ou des choses, ou une idée que vous avez retenues jusque-là. ok, les mots-clés qui ont été retenus jusqu'à maintenant. On a beaucoup interrompu le professeur, hein. Pas grave, hein, moi j'adore être interrompu, c'est pas grave. Ok, les mots-clés. On vous attend, nos chers participants appliqués. Mhm. Ah, c'est de la musique de chez toi, Malak. Tout proche de chez toi en tout cas. Curiosité scientifique, bien. Mais j'aimerais bien avoir certains mots-clés. Si vous m'avez suivi, j'ai essayé de vous mettre dans un environnement. D'accord? Donnez-moi les choses qui vous avez retenues de cet environnement. J'ai essayé depuis tout à l'heure de vous décrire une scène, quelque part. Oui, très bien. Méthodologie de recherche, c'est une logique, un enchaînement qui commence par un point de départ, qui est la curiosité, qui se traduit par une question. Je suis, oh là 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 là, Maha, bravo. Allez, 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 allez. Donnez-moi des éléments. Moi, depuis tout à l'heure, je me Allez, dis, on est les dans une éléments chambre, on apparaissaient est dans machin. l'existence avant tout. S'intéresser de Curiosité pour l'existant avant trouver une tout. question Ouais. qui répond au gap. Ali Hamadi, d'accord, très bien. C'est Khalil. Curiosité pour trouver une question qui répond au gars. Oh, recherche d'une connaissance. Recherche d'une D'accord, connaissance. très bien. Alors, apparemment, je vous ai cassé la tête. Alors, je cherche d'autres mots-clés de l'environnement que je vous ai décrit tout à l'heure. Une scène. Ok, ok. Où sont les autres? Ah, curiosité, courage, systématique, connaissance, construction. Younes. Bien, bien, très très bien. Je cherche d'autres mots-clés. Plus simple. Ok, retrouver la clarté du problème. MA, Ma. MA a commencé à se rapprocher. Bien, il nous a donné quand même un mot-clé agréable, la clarté. Je cherche d'autres mots-clés. Maha, le Eh bien, recherche doit Maha, critique, objectif. Maha, c'est de chez moi ou de chez vous, Maha? Vous êtes une Maha, étudiante de l'université Comores ou de chez nous? Ah, bah, avec très vous, bien. professeur Ah, Anis. ok. Bien. Donnez-moi d'autres mots-clés. Non, Allez, je je veux avoir les mots-clés d'un environnement que je vous ai décrit depuis tout à l'heure. démarche succincte par une curiosité et des questions pour comble un manque
et faire une proposition. Brahim satisfaire Agréable. un besoin chez le Ah, c'est chercheur. Madame Rukia. Ça va, Madame Rukia? Comment ça va? Yahya, paradigme de recherche. Oh là là, Yahya, vous dépassez les stades. C'est de chez moi ou de chez vous, Yahya? Quelle université? Euh, Satisfaire un je besoin pense chez le que chercheur. Brahim, ouais. Brahim. Bien. Donnez-moi dans un autre mot-clé. Non. Hein, vous avez zappé une scène apparemment. allez, beaucoup d'autres mots-clés, on vous attend. Hop, hop, hop. Alors, je vais juste faire un récap. C'est pas grave. Ce fameux chercheur qui va Élargir sa tenter. zone de confort en répondant à une question émanant d'une curiosité. Bien, bien, bien. Mais Cette je cherche des méthodologie de mots-clés recherche n'est autre que les différentes étapes suivies suivis par par le la suite. chercheur pour répondre à des questions de recherche. Oui, Hamdawi Hamdawi, Al-Amri. Objectivité, Zineb. Bien, très bien. Je cherche d'autres mots-clés. Alors, je vais revenir pour ne pas vous compliquer la vie. Alors, il s'avère que quelque part, si on veut schématiser tout ce que nous avons décrit depuis tout à l'heure, ou les choses dont on a parlé depuis tout à l'heure, c'est comme si cette fameuse recherche scientifique on pourrait être représentée sous forme d'une scène, hein, une scène, un film quelque part, où l'acteur principal qui est le chercheur, c'est quelqu'un qui va certainement être d'abord quelque part dans une zone de lumière, puis après, petit à petit, il va essayer de sortir de cette zone. Pas essayer, il va aller sortir de cette zone de lumière, ce que vous avez appelé la zone de confort. Il va essayer de sortir de cette zone tellement lumineuse, petit à petit, donc la lumière va se réduire pour laisser place à quoi? À ce qu'on appelle l'ombre, l'obscurité, etc., pour être dans un total d'obscurité. Et petit à petit, quand il va commencer à se rapprocher à ce total d'obscurité, il va certainement se poser des questions. Et c'est là le début de la recherche pour le chercheur. Et donc, on arriverait à ce point quand est-ce, comme vous l'avez dit, c'est en lisant beaucoup. C'est-à-dire quoi lire beaucoup? C'est-à-dire il faut d'abord, bon, lire c'est un verbe, c'est une action, c'est une tâche. Lire c'est un verbe, c'est une action, c'est une tâche. Il le fera, le fameux chercheur, que lorsqu'il va faire d'abord un recensement d'un existant. Et le fait de faire un recensement d'un existant, c'est que c'est là où il est déjà dans une zone plus ou moins lumineuse. Et certainement, de plus en plus qu'il va commencer à lire, certainement, il va certainement se retrouver avec des zones d'ombre. Les zones d'ombre, c'est quoi pour nous? C'est les fameux gaps de recherche, ce que vous avez dit tout à l'heure, les fameux gaps de recherche, ou ce qu'on appelle le manque de connaissances. Et ce manque de connaissances, pour un métier qui est la recherche scientifique, et pour un individu, un humain, qui est le chercheur, c'est sa motivation, c'est sa raison d'être, c'est sa mission dans l'existence. Quand il va trouver absence de connaissances, manque de connaissances, c'est comme l'artiste quand il va trouver que son public, il est quelque part n'est pas heureux et il a besoin d'écouter une musique qui le fait danser. C'est comme le médecin quand il va trouver un malade et qu'il faut lui donner des médicaments. C'est comme un ingénieur quand il va se retrouver à l'intérieur d'une usine, et il faut qu'il produise d'une manière efficace et optimale. C'est comme un technicien quand il va se retrouver en face d'un problème technique d'une machine ou d'un ordinateur ou j'en sais rien, et quand il va essayer de tout faire pour résoudre le problème de la machine, et etc., etc. La même chose pour le chercheur. Lui, quand il va trouver de l'absence de connaissances, de manque de connaissances, de petit à petit, l'ombre, il va aller vers l'ombre. C'est là où le chercheur, il est invité. C'est lui seul, sur l'humain, sur les 6 milliards, sur les 7 milliards, je ne sais pas où on est aujourd'hui en termes d'humains sur Terre, c'est lui le seul qui va être attiré par ce son d'ombre, le seul, uniquement lui. Parce que c'est lui qui est armé, fait pour cette raison, conçu depuis l'éternité, pour qu'il vienne au monde, à l'univers,
pour qu'il soit le plus curieux, celui qui va observer, celui qui va suivre tout ce que vous avez dit depuis tout à l'heure, la méthodologie, tout ce que vous allez faire pour essayer d'attaquer cette zone d'ombre et de nous proposer peut-être des possibilités de réponse. Mais avant tout, il va essayer de formuler une question de recherche. Mais avant tout, il va identifier un manque de connaissances. Mais avant tout, il va identifier une limite dans les connaissances existantes, que nous n'avons pas suffisamment de cadre théorique qui nous permet d'expliquer un phénomène particulier, tellement phénoménal, et qu'on manque de connaissances autour de lui, qui va l'objet qui va l'interroger, l'objet qui va susciter l'intérêt du chercheur pour qu'il montre enfin sa curiosité et ses qualités en tant que chercheur. Ben voilà. Donc je vous repose la question. Ça va, vous suivez avec moi? Malak, il est maintenant très heureuse. Malak, t'es là? Oui, je suis là. Alors, pour répondre à Donnez-moi la des question mots-clés. de professeur. Donnez-moi des mots-clés par rapport. Moi, je cherche l'environnement, hein, la scène que j'ai décrite tout à l'heure. Donnez-moi des mots-clés par rapport à cette scène. Ok, Maher passe de la zone lumineuse vers une zone d'ombre. Younes, Excellente, Halima. c'est comme la diagnostic que fait un médecin. Younes Excellent. Farouchi. D'autres. Allez-y, allez-y. Collecte Oui, Ma. on n'est pas encore là, mais pas mal. Lampe Alors, Jalil. ouais, bravo, Jalil. T'es ouais, Université Mentofai. Là, alors, bravo. Hein. Khalil Douiri. Recenser Recensé l'existant pour l'existant attaquer la zone pour d'ombre. attaquer la zone. Khaoula, Kaoula poser des El questions, Blani. des questions. Très bien. Je cherche d'autres mots. Ok, Allez-y, allez-y. Dans le même style de Jalil. Hein. Allez tout le monde. Kaoula posait des questions. Maha Jbari, par la Par lecture, la le lecture, chercheur se le trouve chercheur dans la trouve dans zone la de zone. manque de connaissances qui lui motive. Bravo. Très bien, Maha. Maher Alima, à travers la lecture, on définit la zone d'ombre. Oui. Ouf, Mohamed se trouvait dans l'obscurité, pour faire une nouvelle découverte de la connaissance. Bien. Ahmed Matoir, zone de lumière qui le conforte, qui réduit l'obscurité, pousse à lire beaucoup. Verbe, vers l'action et la tâche. Bien. Benita, illuminer les zones d'ombre. Jalil, Bien. passoire. Jalil, Bien. lire, ressentir, analyser et chercher la zone lumière. Jalil est occupé Zeynoudine là. Wana, faire un état de lieu. Bien. Safaï, dans le cas des sciences économiques et la méthodologie c'est différent par rapport à la méthode des sciences exactes. Très À bien. trouver ses limites et seul le chercheur qui est armé pour appliquer le phénomène de recherche. Mahaj Jalil. Bien, Jalil. Jalil, boussole. Bien. Younes, découvrir ce qui ne va pas dans un domaine quelconque. Kaoula, El Amrani, chercher la zone d'ombre et essayer de trouver la bonne méthode pour la résoudre. Ahmed Batouar, ça donne l'existant. Vers le garde de recherche, donne une motivation, une raison et une mission. Très bien. Je suis ravi. Sarah, je suis ravi. Bravo à tous, à vous tous. Pour l'instant, je ne suis pas encore en train de vous décortiquer les méthodologies de recherche. Pour l'instant, on est en train juste de dire, saurait quoi? Qu'est-ce que c'est que la recherche? Comment, c'est qui fait cette recherche? C'est la recherche scientifique, bien sûr. C'est qui fait cette recherche? Comment on pourrait le qualifier? Hein. Puis après, c'est quoi son but? La recherche scientifique et le but du chercheur, lui ici. D'accord? Et j'ai été en train de vous décrire l'état, on va dire mental, la situation mentale dans lequel se trouve
pourrait se retrouver qui? Le fameux chercheur. Bien évidemment, hein, dans les disciplines, dans les différentes spécialités, il y a bien évidemment hein, on ne va pas dire des différences, mais des particularités. Mais tous les chercheurs, ils ont quand même des éléments en commun. Puis après, dans leur spécialité, ce sont aussi des spécialistes. Un informaticien, c'est un informaticien. Un économiste, c'est un économiste. Un gestionnaire, c'est un gestionnaire. Un sociologue, c'est un sociologue. Un sciences humaines, littérature, c'est sciences humaines, littérature, etc. L'ingénierie, c'est de l'ingénierie. La physique, c'est de la physique. Oui, on n'est pas encore à ce stade d'approfondissement, on va dire, des définitions qu'on était en train de faire. Pour l'instant, nous sommes dans une phase introductive. On est en train de juste de comprendre qu'est-ce que c'est que l'activité qui est une activité humaine qui s'appelle quoi? Ça s'appelle la recherche. Et on était en train de le faire, j'étais en train de le faire, en vous situant dans une scène, comme si vous êtes en train de voir un film. Et une scène de ce film qui pourrait décrire l'état d'esprit que c'est tout à fait normal pour le chercheur. Et c'est peut-être anormal pour le non-chercheur. C'est tout à fait normal pour le chercheur qu'il soit dans une zone de confort et qu'il va certainement sortir de cette zone de confort. C'est tout à fait normal pour ce chercheur qu'il soit dans une zone tellement illuminée, il va tout faire pour essayer d'aller vers une zone d'ombre. C'est tellement bizarre, mais c'est lui le chercheur. Parce que justement, c'est lui qui va tout faire pour se brûler comme qui? Comme comment ça s'appelle là? Je le français. Comme la bougie. Bravo, Maha. Il va se consumer, ce fameux chercheur, il va se consumer en se brûlant comme une bougie plutôt, comme une bougie qui va se consumer elle aussi, en se brûlant. Pour quoi faire? Pour justement illuminer les autres. Donc, la bougie, il n'est bougie que parce que il y a l'ombre, il y a l'obscurité. Ben voilà, c'est ça le fameux chercheur. Et c'est ça sa vie. C'est ça son état d'esprit. Donc, mes collègues, mes chers collègues, mes étudiants, si vous êtes dans un état d'esprit qui vous êtes tellement dérangé, vous êtes dans un état d'esprit où il n'y a que du noir devant vous, vous êtes dans un état d'esprit où vous êtes tellement perturbé et vous vous posez plein de questions. Et ces questions sont matérialisées par le doute éternel. Il ne faut pas s'inquiéter. C'est juste vous êtes en train de naître. Vous êtes en train de naître en tant que chercheur. Vous n'êtes plus dans la classe. Vous n'êtes plus dans le système scolaire. Vous n'êtes plus dans le cadre contrôlé d'une classe. Vous êtes dans ce qu'on appelle un monde tellement merveilleux, un espace infini, certainement, qu'on attend que vous illuminez, certainement, mais il est infini. Il est là pour vous, pour qu'il fait de vous le meilleur de vous, en essayant de vous challenger le plus possible, pour que vous puissiez d'abord s'allumer, ensuite se brûler, pour s'éteindre un jour. Ben voilà, c'est ça le chercheur, c'est ça sa mission, et c'est ça l'action de recherche scientifique. Est-ce que c'est bon? Ok, est-ce que c'est clair? Mhm. Ok, c'est parfait. Oui, oui, tout le monde. Je crois que c'est clair pour la plupart des participants. Très bien, j'adore. Alors maintenant, on va aller vers le deuxième point.
On va aller vers le deuxième point. C'est bien, monsieur, vous nous avez décrit qu'est-ce que c'est que la recherche scientifique. C'est une activité humaine, on l'a bien compris. C'est une activité humaine dont l'objectif et le but, c'est de nous faire sortir de l'état d'inconnu vers un état de connu. On l'a bien compris. Le schéma que vous avez fait, qui décrit la scène, de l'ombre, de la lumière, etc., on l'a bien compris. Très bien. Maintenant, comment peut-on faire? Hein, le comment peut-on faire, ça fait référence à quoi? Voilà. Ah, comment s'allumer? Comment ça s'allume? Ah, ça c'est bien ça. Bah, on s'allume. Comment on s'allume? Bah, comment on s'allume d'habitude? Comment vous pouvez s'allumer d'habitude? S'allumer, Euh, vous. on Ah, s'allume quand il y a de la la lumière. lumière, Marin. Moi, je ne m'allumerai pas quand il y a de la lumière. Il y a un clic. Un clic, Khalil, Ah ouais, un Khalil, là, vaisseau physicien Khalil. plus Combustion oxygène. plus oxygène. Très bien. Rakia, Par la par connaissance. la connaissance. Bravo, là, Benhida, c'est bien. Obscurité. L'obscurité. Faut pas oublier. Comment on Combustible, s'allume? Khalil. Ah, on s'allumerait que lorsque nous allons identifier justement le manque de connaissances, l'absence de connaissances. C'est là, c'est là le motif, le point de départ, la chose qui va nous pousser pour s'allumer. C'est ça l'élément déclencheur pour un chercheur. Mais bien évidemment, on ne va pas à un manque de connaissances comme ça, non, mais un manque de connaissances autour d'un objet. Ben, il s'avère que cet objet, c'est tellement phénoménal, c'est attirant pour le chercheur. Il va attirer son attention, le chercheur, pour qu'il puisse se poser des questions autour de lui, de cet objet. D'abord des questions pour lui. Ensuite, il va se oser, le chercheur, pour qu'il puisse formuler ces questions pour un large public. Et là, on parle de questions de recherche. Dès que le chercheur commence à formuler sa problématique, il la formulera en utilisant trois éléments importants. Le dernier élément serait la question de recherche. Mais le premier, l'avant-dernier élément serait certainement quoi? La preuve qui est un manque de connaissances. C'est-à-dire que le chercheur devrait nous donner les arguments nécessaires pour nous dire qu'il y a un manque de connaissances autour d'un phénomène, d'un objet, d'une notion, d'un concept, etc. Autour d'un sujet d'étude du chercheur. Donc, quand il y a ce manque de connaissances, après, il va essayer de formuler, présenter et représenter sa curiosité, qui est une qualité du chercheur, en formulant une question de recherche. Euh, c'est rallye. C'est bien, c'est pas mal. Mais, à votre avis, qui seraient ces experts? C'est qui? C'est justement ces experts qui pourront pas valider, mais qu'on va se familiariser par plutôt, on va utiliser leurs expertises quelque part pour construire cette question de recherche. Ok, pour répondre à la question du professeur Anis, vous pouvez soit lever la main, soit l'écrire sur le chat. Bien sûr, vous aurez la permission pour le micro si vous levez la main. Khalid Ouiri, ayant travaillé sur les mêmes thématiques, mais non pas touché les zones obscures. Benida, Mohamed, des chercheurs sur la même thématique. Exactement. Ces fameux experts qu'on va certainement mobiliser pour valider, hein, pas valider, mais au moins argumenter qui est besoin, parce que quand valider une question, c'est juste une phrase interrogative, la question. Mais valider la question de recherche, là oui, je suis d'accord avec vous, la question de recherche se valide par le fait qu'il y ait d'abord un manque de connaissances. Et le manque de connaissances va se matérialiser. Comment on va pouvoir faire ceci en faisant ce qu'on appelle une revue de littérature. Et quand on parle de revue de littérature, je suis en train de faire quoi? Recenser les travaux des chercheurs. Ce sont les fameux experts dont vous avez parlé.
qui ne vont pas venir ici pour nous dire qu'est-ce que c'est une bonne ou mauvaise question. Non, vous allez faire tout un travail pour dire que tel monsieur, certes, il a travaillé ici et là, mais il se peut que ce monsieur, il était là, il a dit que peut-être ici, là, il y a tout un océan qu'on n'a pas encore découvert. Il serait très intéressant d'aller le découvrir. Lui, le chercheur, lui. Et moi, qu'est-ce que j'ai fait comme exercice de début? Juste lire, recenser l'existant et lire. D'accord? Lire en analysant le texte que nous avons lu. D'accord? Pour essayer d'identifier un formalisme, une formulation explicite ou implicite, que peut-être le chercheur va laisser faire comprendre le lecteur, qui est peut-être des ondes d'encre à aller découvrir. Avec ça, j'aurais construit, je pourrais tenter et commencer à construire une proposition de question de recherche, ce qu'on appelle la proposition de recherche. Voilà. Maintenant, je partirai vers le deuxième point. Je pense que je vous ai suffisamment saturé. Je partirai dans le deuxième point qui est la méthodologie de recherche. Je vais revenir un peu au slide, juste pour faire plaisir à Malak. Donc, si on veut un peu résumer tout ce que nous avons, dont on a parlé depuis tout à l'heure, serait peut-être ce slide. D'accord? Vous l'avez vu, le chercheur, le pauvre, il est en train de faire quoi? D'observer, c'est bien, d'observer quelque chose qui est très phénoménal, qu'on appelle le phénomène. Et il va les observer pour faire quoi? Certainement pas pour passer du temps, mais il va certainement se poser des questions. Pourquoi? Il s'avère que ce phénomène, il est lié quelque part à un problème fondateur pour le chercheur, un fondateur pour lui. Pourquoi? Parce que le chercheur, il n'est là que pour produire une connaissance. Et donc, le problème certainement fondamental, c'est le manque de connaissances autour de ce qui est en train d'attirer l'attention du chercheur. Et donc, il va traduire ceci, cette situation par ce qu'on appelle une question de recherche. Et du coup, nous aurons besoin de quelque part de définir qu'est-ce que c'est une question. Plutôt, ce n'est pas une question, mais plutôt une connaissance. Bon, il faut savoir que la connaissance, ça a été défini depuis l'époque de Platon, Aristote, peut-être même avant, on ne sait rien, parce que même les humains qui vivaient dans les cavernes, imaginez, donc ils avaient aussi des connaissances. Donc, ça a été formulé, étudié, débattu depuis le temps. D'accord? Puis après, ça a été repris par aussi nos fameux chercheurs, nous, c'est-à-dire les musulmans, puis après, bon, l'humanité d'une manière générale. Mais regardez, on va juste prendre cette proposition de cette définition. Il s'avère que la connaissance, c'est une proposition, c'est une sorte de croyance, c'est une proposition vraie, justifiée. Une proposition vraie, justifiée. C'est tellement bizarre cette définition que je la trouve réellement très ambiguë. C'est à la fois une proposition, une connaissance. Et c'est une proposition qui est vraie. Et il a le qualificatif de vrai. D'être vrai. Mais ce n'est pas uniquement vrai. Je pourrais vous dire qu'aujourd'hui, j'ai passé des moments agréables. Je vous ai fait quoi? Je vous ai indiqué ma situation, d'accord, en vous donnant ce que je pense de vrai de ma journée. Mais après, vous allez certainement peut-être me dire comment ça se fait que vous avez passé une agréable journée. Certainement, je vais pouvoir argumenter, justifier pourquoi cette proposition elle est vraie. Mais en tout cas, c'est une proposition. Et qui dit une proposition, on pourrait toujours y revenir dessus pour douter de la proposition et non pas de celui qui a proposé la proposition. D'accord? Pourquoi? Juste pour ne pas tomber dans la subjectivité. Mais si vous voulez le faire, vous pouvez le faire. C'est juste qu'il faut y être du même poids de celui qui a proposé la proposition. D'accord? Donc, on va se dire, quelque part, cette fameuse connaissance, c'est à la base une proposition, d'accord, qui émane d'une question, d'un questionnement, mais c'est une proposition qui est vraie, mais qui n'est pas uniquement vraie comme ça, parce qu'on aime bien, on l'aime qu'il soit vrai, non, parce que c'est vrai, parce que c'est justifié. Il est vrai et justifié.
Bah voilà. Et effectivement, à Younes, je suis bien d'accord. C'est juste, vous le savez très bien, on ne peut rien. Le monde d'aujourd'hui, il est ce qu'il est. La production scientifique d'aujourd'hui, il est ce qu'il est. Et on fait malheureusement trop référence à d'autres, à cette personnalité, à ces figures. Je suis très, très conscient, c'est Younes, il ne faut pas s'inquiéter. Mais c'est juste que c'est juste des références. On n'a pas de, je ne vais pas me marier avec eux, mais rien du tout. Hein. C'est juste des références. Hein. C'est pas parce que je les vis que je les adore. Non, c'est pas ça. C'est juste des références. Voilà. Maintenant, on va aller vers comment peut-on construire cette connaissance, la méthodologie. Vous êtes prêts? On passe au chapitre 2. On, Alors, change, on, change, qui est on change de prêt? décor. Très bien. Oui, Bien. oui, oui, tout le monde est prêt, tout le monde est prêt, professeur. Bien. Très bien. J'aime bien. Alors, comment peut-on faire? Comment peut-on faire? À votre avis, comment peut-on faire? Comment peut-on faire pour sortir d'une zone d'ombre, pour aller vers une zone lumineuse, sachant que vous avez fait le départ d'abord depuis une zone lumineuse? Comment on Alors, va faire? comment faire? Je vais répondre à la question du professeur, ou vous pouvez répondre à la question du professeur Anis, soit via le chat, soit en levant la main pour avoir la parole. Poser des Poser des hypothèses. hypothèses. C'est très Khalil. bien. Bien. Jalil, être sûr d'avoir une visibilité saine. Zinab, poser des Voilà. questions et des hypothèses. Hmm. Ok, les autres, allez, hein. Euh, Bital, j'espère que j'ai bien prononcé le nom. Poser les bonnes questions. Ibtihal. Boussouf, Mohamed, Ibtihal. faire des C'est Ibtihal, hein. expériences. Marin, Malak, c'est Ibtihal. Vous avez le même prénom chez vous aussi. Ibtihal. Ibtial, ok. Oui. Rekia, après avoir lu sur la thématique, faire des hypothèses. Hmm. Lida, enquête. Jalil, poser les bonnes questions. Maha Jbari, comme Ouais, quoi comment il y a quoi, quelque il y a. Hein. chose qui manque. Il y a des Hmm. propositions. Jalil, poser des réponses et les vérifier. Bien. Et Hmm. avoir d'informations concernant le sujet. Bien, Assim. Bien, Jalil, identifier là où on veut aller. On veut bien. aller. Voilà. Je vais combiner. Tout ce que vous avez dit, c'est agréable, c'est beau, mais c'est comme si j'ai l'impression que que vous maîtrisez tout. Hein. Alors que non, quand on est dans la recherche scientifique, justement, on ne maîtrise rien. D'accord. C'est vrai qu'on va certainement se poser des questions, étant donné que nous sommes dans une zone d'ombre. Maintenant, pour sortir de cette zone d'ombre, pour aller vers une zone plus lumineuse, de l'inconnu vers le connu, quelque part, certainement, on va produire, donc notre but, c'est de produire de la connaissance, et la connaissance, pour nous, on va adopter cette définition, la proposition vraie justifiée, étant donné que c'est une proposition, donc ce sont des suppositions. Maintenant, tout le travail, c'est de faire quoi? C'est de dire que, est-ce que ces suppositions sont vraies? Ou laquelle des suppositions est vraie, tout en justifiant. Et là, ici, intervient ce qu'on appelle la méthodologie de recherche. Bien évidemment, je ne vais pas rentrer dans les subtilités et les différences entre les domaines et les disciplines scientifiques. Je vais rester dans les généralités, si vous me permettez, tout en ayant quand même un peu d'approfondissement maintenant. On va parler de la méthodologie de recherche. On n'est plus dans la production de la recherche, on est dans la méthodologie de recherche. Alors, si je reviens au slide, ici, déjà ici, nous avons une méthodologie. Regardez très bien et dites-moi une manière. Comment fait le chercheur? Qu'est-ce qu'il fait? Hein? Je vais vous donner quelques petites secondes. Mais que fait le chercheur maintenant? Observe Khalil et Maha. Eh bien, il est Ma en train observe. d'observer. Bah, justement, pour le chercheur, il est en train juste Tout à d'observer. fait.
il saurait, il saurait, Oui. oui, dans une Euh, phase, peut-être pour se poser des problèmes, ouais, c'est certainement, il est en train de se poser des problèmes pour lui, certainement. Mais quand on est en train d'observer, et le chercheur, quand il est juste en train d'observer, certainement, on est en train de faire de quoi? On est juste en train de décrire ce qu'on est en train d'observer. Son but de l'observation, c'est de décrire ce qu'il est en train d'observer. Cette méthodologie s'appelle les méthodologies. Là où on fait cet exercice ou ce verbe, cette action d'observer, là où on fait cette action, ça s'appelle une méthodologie descriptive. Quand le chercheur va faire, je ne vais pas faire, je vais pas utiliser va que faire pour ne pas minimiser les efforts du chercheur. Parce que des fois, on pense que juste en faisant des observations, on n'est pas en train de faire de la recherche. Non, non, pas du tout. Quand le chercheur fera de l'observation de ce fameux phénomène qui l'attire et dont on n'a pas suffisamment de connaissances, ou un manque de connaissances, ou absence de connaissances, et du coup, on va se poser des questions, la première chose que va faire le chercheur, c'est de continuer à observer ce phénomène. C'est-à-dire, on est en train de faire ce qu'on appelle la description. Et donc, la méthodologie utilisée, c'est une méthodologie qu'on appelle la méthodologie descriptive. Maintenant, euh, une autre méthodologie, c'est pas anti, non, non, c'est pas anti, c'est pas le contraire, non. Quand on va pas faire justement que observer, quand on va avoir envie d'agir, quand on va pas juste en étant acteur, en étant chercheur, juste observer. On veut quand même introduire quelque chose. Il se pourrait qu'on ferait même une introduction de nous-mêmes. D'accord? L'introduction du chercheur lui-même dans le jeu. Quand on va vouloir manipuler ce qu'on est en train d'observer, on appelle l'objet de recherche. L'individu de recherche, si c'est un humain, un cas de recherche. Quand on va vouloir manipuler ce cas de recherche, cet individu de recherche, en agissant sur lui, tout en l'observant bien évidemment, on est en train plutôt de faire ce qu'on appelle l'expérimentation. Donc, je vais me focaliser sur ces deux méthodologies. La méthodologie descriptive et la méthodologie expérimentale. La méthodologie descriptive, il a comme objectif et but de décrire le phénomène dans son état naturel, dans son environnement, carrément des fois dans son environnement naturel, sans le faire sortir de son cadre naturel et le mettre dans un cadre contrôlé et l'observer uniquement. Quand on est en train de l'observer dans son cadre naturel, ou des fois aussi dans un cadre mais contrôlé, sans agir sur lui, d'accord? On est en train de faire de ce qu'on appelle la description. Et en particulier quand le phénomène est dans son état naturel, dans son milieu naturel. Exemple, j'observe quoi? De l'eau. Mais c'est un cours d'eau, une rivière. D'accord? Il s'avère que cette rivière, vous savez très bien que la rivière, qu'est-ce que c'est? Que c'est une source d'eau de surface. C'est une source d'eau, dès qu'il dit source d'eau, c'est tellement important pour l'humain. Et donc, produire une connaissance autour de cet objet est tellement important. Et donc, si on prouve que nous avons un manque de connaissance autour de cet objet important, qui est l'eau, d'accord? C'est une motivation pour faire de la recherche. Pourquoi? Parce que si on ne connaît pas suffisamment cet objet qui est crucial pour la vie de l'humain, vous savez très bien qu'on serait dans un danger existentiel. Et du coup, Happy Days, pour le chercheur, c'est le moment où il faut qu'il se montre et qu'on le voit et qu'il prouve ses qualités. C'est lui qui va venir pour nous dire, ben voilà, vous avez des manques de connaissances, ou bien j'ai identifié des manques de connaissances, mais maintenant c'est à moi de travailler. Maintenant, comment il va travailler pour produire sa connaissance? Ben, il va travailler en observant un problème que touche l'eau. Maintenant, donnez-moi
des problèmes que dont l'eau pourrait souffrir, en tout cas par rapport à l'humain. Quel est le problème DONT, dont l'eau pourrait souffrir? Bah, bravo, ami. Plutôt, Iman, désolé. Iman, la pollution. Bien. Donnez un autre mot. L'évaporation. Bravo, Jalil. Donnez-moi un autre mot. Ok, les mots-clés. Ben là, tu vas régaler aujourd'hui. Hein, et ton chat, il va exploser. Hein. Sécheresse. Oui, gaspillage. Très bien. Donc, on a utilisé quoi? On a utilisé tout un dictionnaire, un registre d'un ensemble de mots. Certainement, ce sont des mots qui traduisent des problèmes. Et donc, ils sont des mots du registre négatif et non pas positif. Donc, pour formuler une problématique, le plus simple serait d'utiliser des mots dont le registre a le champ lexical négatif, plus que utiliser des mots qui sont dans le champ lexical positif. Vous pouvez le faire, mais mieux serait, pour me motiver, pour que je puisse trouver des motivations pour aller travailler sur cet objet qui est tellement intéressant pour l'humain, c'est d'utiliser un registre, un champ lexical du domaine du négatif. Et donc, on va prendre le cas de la pollution, par exemple. L'eau manque, l'eau souffre de la pollution. Donc, je vais me poser une question. Oui ou non? Quelle serait la question? Ben là, Alors, vous m'avez dit, on va faire un atelier. Pour moi, un atelier, c'est ça. C'est de faire travailler les autres. Moi, je ne travaillerai pas. bien sûr, on travaillerait tout le monde. Bien sûr, tout le monde peut participer et répondre aux questions de professeur via le chat ou en levant la main pour avoir la parole. Alors, Allez, tout le monde, il faut être actif. dites-moi. Ah, voilà, Alors, vous non, avez vu, non. professeur? C'est adorable, Khaoula, mais j'aimerais bien avoir une question. Ah, quelles sont les causes? Les causes de quoi? Formulez une question, s'il vous plaît. Quels sont les facteurs qui fait polluer l'eau de telles... Oh là là là, bravo, hein, moi, c'est formidable. De quelle université, ma? J'ai oublié. Je barre. Ah, ben, c'est nous, ça. Quels sont... Quels sont les... Et mon frère. Ah, bravo, Maha. Je te connais en visuel, Maha. Non? Oui. Ah, d'accord. Oh, qui affecte l'eau. Non, 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 une question. Iman, une question. Une question. Dis-moi, Chers dis. participants, une question. Il a une question. Comment Répondez peut-on à la éviter la pollution? Ah, c'est agréable, Gida. Moi, j'adore Gida. Il a dit comment peut-on éviter la pollution de l'eau? Le fait de poser une question pour le comment, à votre avis, ça serait une démarche descriptive ou plus du temps une démarche expérimentale? En utilisant le comment, c'est plutôt descriptif. Regardez, comparant la question du comment de Iman, qui dit comment peut-on éviter la pollution, si je me rappelle, et Majda, qui dit quelles sont les conséquences de la pollution de l'eau. Ou bien quelqu'un d'autre, je pense qu'il a dit quels sont les facteurs qui font polluer l'eau, etc. D'accord? Comparez les deux. Si j'utilise le comment, par rapport au fait d'utiliser quel serait. Bah voilà, c'est plutôt un peu. Ah, quel type de pollution? C'est plutôt. Est-ce que c'est de la description ou c'est de l'expérimentation? Probablement, hein, bien évidemment, on pourrait débattre. Hein, mais comment trouver une solution basée sur la réalité? C'est-à-dire, quand je vais utiliser le comment, je chercherai une méthode. Et quand si je cherche une méthode, je serai plutôt dans un laboratoire en train d'expérimenter plusieurs méthodes pour trouver. Et donc, la connaissance serait la méthode et la bonne méthode. Et si vous m'avez suivi, le fait de trouver la bonne méthode, c'est la fameuse proposition vraie justifiée qui est la connaissance. Mais cette fois, comment on l'a fait? En répondant à la question comment, c'est-à-dire en faisant des expériences.
Probablement pas uniquement, hein. Maintenant, le fait de dire quel type, quels sont les facteurs, c'est plutôt aller dans la description. Je vais collecter énormément de données pour essayer d'identifier des réponses à la question quel type, le plus pur des réponses à la question quel facteur. Ça marche. C'est juste pour vous faire la liaison, parce qu'on est en train de construire quelque chose ensemble aujourd'hui. On est en train à la fois de parler de la recherche scientifique, l'introduction, on était dans la problématique et on la formulant avec une question de recherche pour aller vers la méthodologie. Donc, il y a apparemment un lien. Et donc, la méthodologie expérimentale on va l'utiliser peut-être pour répondre à la question du comment, mais pas forcément, mais peut-être pour répondre à la question du comment. Et la méthode descriptive, on va l'utiliser pour répondre à la question quelle est la source de la pollution? Bravo. Quelles seraient les sources possibles de cette pollution? Quelles seraient les causes et les conséquences de cette pollution? Ça, c'est plutôt peut-être, pas forcément avec de l'expérimentation, mais peut-être beaucoup plus avec de l'observation, du descriptif. Parce que l'eau, le cours d'eau est en train l'eau est en train de circuler dans sa rivière. Je vais observer, cumuler des observations pour essayer d'identifier quelles seraient les causes. En analysant quoi? L'eau, on va essayer de trouver c'est quoi les éléments qui rentrent, qui sont là avec l'eau et qui polluent l'eau. Ben voilà, si je trouve que la plupart des éléments, c'est de l'huile, ou des déchets ménagères, ou les déchets industriels, en collectant les données, c'est-à-dire en collectant les observations, juste en collectant, je ne vais pas agir. Ben, je suis dans le descriptif, plus de l'expérimental. Par contre, sur la même question, comme le fait de prendre cette eau polluée et l'introduire dans le laboratoire pour agir dessus, pour faire quoi? Pour essayer de purifier l'eau. Si j'arrive à purifier l'eau, le procédé que j'ai suivi pour purifier l'eau, donc la question que je vais me poser certainement, comment peut-on purifier l'eau? Donc, le procédé que je vais suivre serait la connaissance que je vais produire et serait le résultat d'une expérimentation que je vais faire. D'accord? Ben voilà, les deux grandes méthodologies, les deux grandes familles de méthodologies. Dans quelle mesure la culture des huîtres dans les merjas de Moulay Bousselham pourrait contribuer à dépolluer l'eau et la flore. Ah bah bravo Jali. Ah bah apparemment c'est ton sujet de recherche. Ben voilà. Peut-on adopter une autre méthode, commencer par une solution, puis la démontrer? Ah oui, ça c'est la démarche que suivraient peut-être les mathématiciens. Hein, on les adore, ils sont agréables. Moi, si j'aime des chercheurs, j'aimerais que les mathématiciens, ça là. Mais bon, ça c'est moi. Effectivement, hein, les matheux sont comme ça. Hein, des fois, ils se poseraient aussi, eux aussi des questions, mais ils vont me dire que telle proposition que je proposerai est vraie. Ils vont tout faire pour trouver que c'est à la fin que c'est vrai ou ce qui les intéresse. Ils vont tout faire dans leur démarche, dans leur schéma logique, dans leur logique. On l'a fait tous quand on était au lycée, au collège, etc. Hein, ils vont tout faire pour essayer de démontrer peut-être que c'est faux. C'est ça ce qu'ils cherchent, c'est de démontrer que c'est faux. Parce que si c'est vrai, c'est pas mal. Mais démontrer que proposition par proposition est fausse va leur permettre de laisser là la proposition vraie, bien évidemment. Oui, ça c'est la démarche de l'hypothèse et l'anti-hypothèse. Hein. Je ne me rappelle pas du nom de la démarche, mais c'est la démarche mathématique, en tout cas, par l'absurde. Voilà, démonstration par l'absurde. Si vous vous rappelez de cela. Bah, je vais rester dans l'appliqué. D'accord? Ne serait-il pas judiciable de spécifier dans la description d'un zone géographique? Oui, Rachid, Une on zone va pas. géographique. Voilà.
Oui, va pas aller, pour l'instant, tu vas nous permettre de ne pas aller dans les détails. D'accord? On était dans une phase introductive. Ensuite, on est dans la méthodologie. On a distingué deux méthodologies. Maintenant, bien évidemment, il y a les détails, hein. Et je vais m'arrêter là, hein. Ce qui m'intéresse, c'est de vous expliquer les méthodologies. Pas vous travailler sur vos propres sujets de recherche. D'accord? Ça, c'est votre travail à vous, bien évidemment. Peut-être demain, je reviendrai à cet aspect. D'accord? Parce que ça m'intéresserait, parce que demain, on va travailler sur ce qu'on appelle la revue de littérature. Ça marche? Donc, laissons peut-être ça pour demain. Tu vas être gentil, tu vas être là pour que je contrôle un peu là. Voilà. Je vais revenir. Ah, je vais revenir. Ouais. Je vais revenir aux méthodologies. Ah, encore une fois. Regarde. Dans les méthodologies descriptives, pour récapituler, qu'est-ce que nous avons dit? Quels sont les éléments que vous avez retenus dans la méthodologie descriptive? Quels sont les éléments que vous avez retenus dans la méthodologie descriptive? Khalil, observer. Younes, observer. Bien, hein? Bien, Les autres? Décrire le phénomène dans son environnement Maher, naturel. bien, Maha, Maha fait le bien, phénomène Maha, sans très réagir bien, sans réagir, ou sans bien, le souffle, l'observation, d'écrire. d'écrire sans manipuler, Zineb, très bien, bien, la La description d'un description du phénomène, phénomène, Meriem, bien, trouver le phénomène dans son état ou environnement naturel. Belle. bien, Maher sans dire. Maha, décrire l'observal, c'est tout. bien. Très bien. Maintenant, je veux bien avoir d'autres mots-clés, mais je vais vous faire un petit rappel, hein. Regardez ce slide, hein. Là, il est en train d'observer, mais il y a des éléments quand même. Regardez très bien ce slide. Il va faire des observations, mais il va le faire avec quoi? Écrire le constat. Ok, avec Oui, des variables. première partie, lire le constat des variables. Il va observer, mais Mhm. il va observer avec quoi? Bien, l'instrument de mesure. Un outil, un outil de mesure, l'instrument plus les variables. Très bien. En travaillant sur un échantillon, donc la population. Très, très bien. Bravo. Et donc, avoir des idées pertinentes. Oui, agréable, Assim. Mais là, on a dépassé ce stade. Avoir des idées pertinentes, ce qu'on appelle les propositions. Mais moi, mon caractère le plus important, les Marocains connaissent un peu le profil des, 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 des personnes qui viennent du sud-est comme moi. On est très caractérisé par la modestie. Donc, on dirait des propositions. Après, pertinentes, laissez les autres dire pertinentes. D'accord? Donc, des idées, juste des idées, ce qu'on appelle les propositions. Donc, d'écrire, justement ça, d'écrire, c'est quoi? C'est le fait d'observer. Et on va observer avec un instrument de mesure, et on va observer qui? Un individu de recherche, un objet de recherche en fonction des cas. Et puis après, qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer de travailler dessus. Mais regardez, il y a des éléments qui rentrent en jeu ici. Il y a d'abord moi en tant que chercheur. Ensuite, il y a l'instrument de mesure. Puis après, ce que je suis en train d'observer. D'accord? Si mon instrument de mesure a un problème, est-ce que ce que je suis en train d'observer va être réellement le réel? Ou il va être perturbé par un bruit introduit par l'instrument de mesure? Voilà, on appelle caractéristique. Voilà. On va pas dire faux. C'est juste que va être perturbé, hein, perturbé par l'instrument de mesure, par le bruit introduit par l'instrument de mesure. Et donc, si le chercheur est là pour répondre à une série de questions, tout en étant dans la méthodologie descriptive, en essayant de recenser les travaux, machin, etc. Donc, on a dépassé ce stade. En essayant de lister des propositions, et essayer de trouver la bonne parmi les propositions, tout en observant, en cumulant les observations. Si mon instrument de mesure
il n'est pas suffisamment nettoyé, il pourrait introduire des erreurs dans mes observations. Des erreurs ou bien des perturbations de l'observation de ce fameux réel. Le réel que je suis en train d'observer et dont il y a un problème autour de lui, par exemple l'eau en pollution, et dont on a un manque de connaissances autour des sources, des facteurs, etc., des types de pollution, etc., etc., etc. Et donc, dans ce processus de construction de la connaissance, on se retrouverait quelque part dans des écoles de pensée, d'accord, de ce qu'on appelle le positivisme, plutôt, les paradigmes, ou le positionnement du chercheur. D'accord. Il y a des chercheurs qui vont se mélanger avec leurs individus, d'accord, pour construire ensemble la connaissance. Et donc, l'instrument de mesure utilisé ici, c'est eux-mêmes, avec leurs individus, ils vont se construire. Donc, c'est eux-mêmes les instruments de mesure. Des fois, l'instrument de mesure et le chercheur et l'objet de recherche sont tellement différents. Par exemple, dans les sciences exactes. Le chercheur, c'est un humain. Rat. Le rat, c'est un animal. L'instrument de mesure, c'est des matériaux physiques. D'accord. Et donc, c'est tellement différent. Et on ne pourrait pas se co-construire la connaissance ensemble. Mais qu'est-ce qu'on pourrait faire? Se baser sur des fondamentaux, se baser sur ce qu'on appelle des cadres théoriques. Ça veut dire des connaissances déjà produites. Mais on va supposer qu'elle est bonne et on va faire tout ce qu'on va faire pour soit confirmer que c'est bon, ou bien y revenir dessus. C'est aussi une école de pensée, un positionnement du chercheur. Tout en étant descriptif, regardez. Et des fois, qu'est-ce qu'on va faire? On va dire, on va effacer tout ce qui est déjà produit en termes de connaissances, ou qui n'y a pas carrément de connaissances. Et on va tenter de la construire comme étant une proposition du chercheur lui-même. C'est une construction du chercheur lui-même. Dans ces trois paradigmes, ils sont appelés comment? Le positivisme, c'est celui qui va dire que la connaissance est un préalable, il est déjà existant. Et que le chercheur, lui, il est en train juste de la décrire, de l'observer, de la décrire, parce qu'il c'est un élément déjà existant. Il est préexistant de l'existence elle-même. Et il est avant même le réel lui-même. C'est le positivisme, qui suppose que tout est presque mathématique, ou bien mathématique carrément. Et donc, il va essayer, carrément, quand il va essayer de représenter ce réel, il va même utiliser un formalisme mathématique pour le représenter, le fameux positiviste. L'interprétativiste, lui, non. À la deuxième école, deuxième pensée, deuxième paradigme et deuxième positionnement du chercheur. Lui, l'interprétativisme, tout en étant descriptif, il va essayer de co-construire avec son individu la connaissance. Donc, il va la construire avec son individu, comme on le fera, par exemple, un psychologue qui va mettre son individu à l'aise et il va poser des questions sans pour autant essayer d'influencer la réponse des répondants. Juste, on va essayer de co-construire ensemble. Par contre, le constructiviste, un réel, il est là, un constat, un événement, il est là, un phénomène, il est là. Il est tellement fort, ce chercheur, qui va même carrément construire tout un cadre de référence théorique qui pourrait être utilisé pour expliquer ce phénomène. C'est une construction du chercheur, il est constructiviste. Ça, c'est juste pour parler de ce qu'on appelle le positionnement du chercheur. On pourrait le faire tout en étant descriptif. Voilà. Maintenant, il y a l'expérimentation. L'expérimentation aussi pourrait être l'un des trois familles. Un des trois, c'est suffisamment pour moi quand je suis en train d'apprendre à faire de la recherche. Je suis pas, c'est pas pour quand je vais être je vais utiliser tous les positionnements pour dire que je suis très costaud. Non, c'est pas ça. On va pas vous doper. Ce qui est important pour nous dans la thèse, c'est d'apprendre à faire de la recherche.
Donc, dans l'expérimentation, le chercheur, lui, il va revenir pour agir sur son individu de recherche. Il va agir toujours à travers quoi? À travers peut-être ses instruments, ses instruments de mesure d'un côté et ces instruments qu'il utilise pour manipuler ces variables et ces individus. D'accord? Pour essayer justement de agir sur l'eau polluée pour le rendre non pollué. Ça marche? Maintenant, vous me suivez, ça va? Voilà, la recherche-action, Oui, la oui, nous vous suivons. recherche-intervention. Très bien. Maintenant, comment peut-on dire que la méthode utilisée, pas la méthodologie de recherche, non, non, le protocole, je vais l'utiliser comme ça, le terme comme ça pour éviter la méthodologie de recherche. Le protocole, le procédé utilisé par le chercheur dans ce laboratoire pour passer d'un état d'eau polluée vers un état d'eau purifiée. Comment peut-on dire que ce procédé est bon? Parce que vous l'avez compris, le fait de prouver que le procédé est bon, est vrai, tout en justifiant, c'est en fin de compte une connaissance. Comment peut-on dire que le procédé est bon, à votre avis? Donc, Ouais. pour répondre à la Réponds question de à ISO. la main, soit écrire sur le chat. Alors, essai, Essaye. Maher. Ouais, ce sont les expériences, mais très bien. Mais comment peut-on dire que le procédé, tout en faisant les expériences et les essais, comment peut-on dire que ce procédé, parce que quand je vais faire des expériences, je vais faire certainement des expériences en utilisant plusieurs procédés. Maintenant, comment peut-on dire que ce procédé est bon? Ah, bravo. Avoir Ah, Younes, avoir des des résultats tangibles. next. Ah, j'adore le mot tangible. Hein. Le mot tangible, c'est ça. Hein. Prenez-le. Avoir des résultats tangibles, savoir tangible. On a tous étudié la tangente à une courbe. On est tangente à une courbe. Quand est-ce qu'on ma courbe touche à une autre courbe dans un point? Oui ou non? Et donc, quand est-ce qu'on va pouvoir dire que les résultats sont tangibles? C'est justement en les comparant. D'accord? Quand on va prendre les résultats obtenus après épuration, supposé, hein, selon le procédé que j'ai utilisé, je vais calculer, observer plutôt, pas calculer, observer les mêmes paramètres, les mêmes variables qui définissent la pureté ou l'état de l'eau. D'accord? Et je vais les observer et je vais les comparer justement au cas quoi, à votre avis? Un benchmarking, oui. Je vais benchmarker par rapport à quoi? Par rapport à votre avis. Quand est-ce que je vais dire que le procédé est bon? En comparant les résultats de l'eau purifiée avec qui? Avec l'eau polluée ou bien l'eau qu'on connaît très bien qu'il est bon pour la santé? Quand est-ce que je vais dire que le procédé est bon? Voilà, très bien. Qui? Eliazi. Hida ou Hiba? Hida Eliazi. Très bien. Juste. Quand on va faire cet exercice de comparaison de, de l'eau qu'on connaît très bien, qui est de bonne qualité, je ne vais pas utiliser épurée, parce que épurée, c'est après opération d'épuration, et l'eau justement épurée, que nous avons épurée suite au procédé que nous avons suivi, en partant de l'eau qui était purifiée. Ça marche. Donc, une caractéristique importante de la méthodologie expérimentale, voilà, tout en comparant par rapport aux normes, je suis d'accord, de la procédé dans la démarche expérimentale, une qualité importante. C'est quoi? C'est que il ne s'agit pas juste d'agir, c'est-à-dire le procédé, hein. Il ne s'agit pas juste d'agir, mais il s'agit aussi de comparer les résultats obtenus après action, comme vous l'a dit Khalil, peut-être, ou Jalil, je ne sais pas, la recherche-action. La recherche expérimentale, on la renomme sous forme de recherche-action, plus ou moins, dans les sciences sociales, sciences de gestion, sciences humaines. Quand on va
comparer les résultats obtenus avec ce qu'on appelle les normes, comme ça a été introduit par vos collègues, ça veut dire les valeurs de référence, l'eau dans son état bonne qualité. Donc, il y a deux éléments importants dans l'expérience. Il y a l'action, le fait d'agir et le fait de comparer. Alors que dans le descriptif, on n'agit pas. On n'a pas quelque chose à comparer. On pourrait comparer, mais on n'a pas l'eau qui est bonne pour comparer avec. Juste, on est en train d'observer ce qui existe dans le milieu naturel. Quand je parle de milieu naturel, ce n'est pas juste pour faire référence à ce qui est naturel, la forêt, machin, etc. Mais non, l'état naturel, ça peut être l'entreprise, ça peut être les employés, ça peut être les actions en bourse, ça peut être la bourse, d'accord? Ça peut être l'école, ça peut être la classe, donc, etc., etc. Je suis en train juste de les dicter. Ben, je suis en train juste de les dicter. Et juste, il ne faut pas prendre ce mot en étant minimisant. Non. Alors, le descriptif est tellement important. Tellement important quand justement le phénomène est tellement nouveau. Quand on ment, parce que le but de décrire, c'est quoi? C'est le fait, quand on va cumuler, surtout quand on va cumuler beaucoup, énormément d'observations, on va vouloir faire quoi? Ce qu'on appelle la caractérisation, ce qu'on appelle le recensement des caractères, que vous avez appelé tout à l'heure les facteurs, bon, sachant que les caractères, ce n'est pas les facteurs. Mais la caractérisation, c'est-à-dire le fait de recenser d'une manière exhaustive la liste des caractéristiques qui peuvent définir tel ou tel phénomène, tel ou tel individu, tel ou tel objet, en fonction de notre question de recherche, de notre intérêt, etc. Maintenant, il ne faut pas oublier encore une chose, que les fameuses propositions à la question de recherche, dès qu'on va vouloir les tester, deviennent ce qu'on appelle une hypothèse. Une hypothèse, c'est quoi? C'est une proposition qu'on va vouloir tester, justement suivant une démarche et une méthodologie. Là, aujourd'hui, et je pense que je vais m'arrêter là, là, aujourd'hui, on a vu quoi? On a vu deux. On a vu la démarche descriptive et nous avons vu la démarche expérimentale. Dans la démarche descriptive, on décrit, on observe, sans agir. Et on pourrait faire de la comparaison, mais ce n'est pas dans le même sens de l'expérience. Alors que dans l'expérience, on observe toujours, bien évidemment, et on agit. On peut observer avant d'agir, et on peut observer après le fait d'agir. On peut observer tout en étant en train d'agir. Et aussi, on compare. Justement, on va observer avant et on va observer après, justement pour pouvoir comparer. Et des fois, on va comparer avec un autre échantillon totalement différent, ce qu'on appelle les échantillons appariés, les échantillons indépendants. Et le fait de dire que nous avons des échantillons, c'est-à-dire quelque part, on part de ce qu'on appelle une population. Maintenant, des fois, chers collègues, juste pour un peu conclure, des fois, on ne pourrait pas forcément faire des expériences. Qu'est-ce qu'on fait dans ce cas? Ce qu'on appelle des simulations. Simulations sur des ordinateurs, simulations sur des simulations, c'est-à-dire en réalité. C'est-à-dire, je ne vais pas construire l'usine, mais je vais construire ce qui ressemblerait à l'usine. Donc, c'est des mini-usines, peut-être, pour pouvoir voir et étudier ce qui arrive, comment peut-on améliorer la production de l'usine, ou comment peut-on minimiser les déchets produits par l'usine, etc., etc. Sans pour autant agir, parce que c'est tellement pas évident d'expérimenter sur l'usine. D'une manière générale, c'est coûteux, c'est beaucoup d'argent. Donc, quand nous avons des difficultés ou carrément une impossibilité à faire des expériences, on fait ce qu'on appelle des quasi-expériences, c'est-à-dire ce qu'on appelle les simulations. Ça fait partie de quoi? De la famille expérience. Maintenant, dans les familles descriptives, j'espère que vous suivez avec moi. Je n'ai pas encore conclu, mais j'arrive à la conclusion. Maintenant, dans les familles descriptives, il y a des sous-familles aussi. Des fois, on est intéressé à étudier
l'objet dans un état de lieu actuel. Ce qu'on appelle la méthodologie descriptive. Pourquoi? Parce que le verbe observer, il est conjugué au présent. Je ne vais pas observer au passé et au présent et au futur. Si je suis en train d'observer au passé, au présent et au futur, je suis en train de prendre en considération la série chronologique, l'axe de temps, ce qu'on appelle une méthodologie descriptive toujours, mais il est historique. Si je suis en train d'observer tout en étant dans l'axe de temps, dans le temps, l'instant temps T d'aujourd'hui, le présent, je suis en train de décrire dans le présent, ce qu'on appelle le descriptif descriptif. Si je prends en considération, comme on l'a dit, le passé, le présent et le futur, là, je suis en train de faire ce qu'on appelle le descriptif historique. Des fois, là, c'est des particularités. Des fois, on ne pourrait pas observer dans le passé. D'accord? Pourquoi? Parce que tout simplement, Ibn Sina, par exemple, n'est plus là avec nous. D'accord? Qu'est-ce qu'on pourrait observer? Ben, on pourrait observer ce que a fait Ibn Sina, ce que a fait Averroès, ce que a fait une inondation. Après avoir un cours d'eau, une rivière qui a tellement inondé toute une région, qu'est-ce que je pourrais observer? Je ne pourrais pas, bien sûr, avec les moyens d'aujourd'hui, les satellites, etc., on pourrait le faire. Mais supposons que c'est 100, qu'est-ce que je pourrais faire? Je pourrais y revenir aux dégâts pour les observer. Cette méthodologie, étant donné que c'est une méthodologie descriptive toujours, là, voilà, Jali, bravo. Là, ça s'appelle un post facto. Je suis en train de décrire toujours, mais il s'avère que l'individu de recherche, mon cas de recherche, mon sujet de recherche, mon objet de recherche en fonction des cas dans les terminologies. L'individu, on l'utiliserait beaucoup plus pendant les sciences sociales humaines quand on parle d'humain. Le cas ou bien l'objet, on l'utiliserait peut-être quand il s'agit de parler des choses qui sont non humaines. On est en train d'observer toujours pour pouvoir y travailler dessus. Mon sujet d'intérêt. Et mon sujet d'intérêt, justement, il n'est plus là. D'accord? Là, je suis en train de voir les effets. Je suis en train d'observer mon sujet, mais à travers ses effets. Ce qu'on appelle la méthodologie post-facto. Post-ex facto. Post-ex facto. Voilà. C'est toujours dans quoi? Dans ce qu'on appelle la méthodologie descriptive. Voilà, bon, Jalil, je ne vais pas utiliser les disciplines. Bravo à toi, depuis tout à l'heure, tu étais dans les machins, mais je n'aime pas utiliser les disciplines. Pourquoi? Parce que pour ne pas induire nos chers amis, nos chers collègues en erreur, en disant oh, bah, post-facto, c'est juste la géographie ou la géologie. Non, 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 non. J'ai utilisé aussi des exemples de sciences sociales, sciences humaines, de Sina, de Rocht, etc., etc. Les civilisations, machin. Des fois, on n'est pas juste en train d'observer juste un cas, juste le cas isolé des autres cas, juste une variable, la variable isolée des autres variables. Des fois, on est intéressé par le fait d'étudier les relations qu'il y a entre l'inondation et la fertilité du sol. Parce que, hein, comme vous savez, entre les éruptions du volcan et la fertilité du sol, ou bien entre des employés formés et la performance de l'entreprise, ou bien la loyauté de la clientèle et la performance économique de l'entreprise, etc., etc. Des fois, je suis intéressé à étudier des liens, ce qu'on appelle les relations, etc., ce qu'on appelle des études toujours
dans le cadre d'observer sans agir, c'est-à-dire descriptive. Donc, je suis en train d'étudier le lien et la relation, ce qu'on appelle les méthodes corrélatives, qui s'apparentent aux méthodes quoi? Aux méthodes descriptives. Voilà. Dans l'expérimentation, je pourrais aussi être tenté par observer une seule variable, plusieurs variables, etc., etc. Mais ça reste dans un cadre expérimental, c'est-à-dire que nous avons des comparaisons à faire entre ce qu'on appelle un groupe d'expérience, un groupe de contrôle, entre ce qu'on appelle le fait d'agir ou ne pas agir, agir sur nos phénomènes et nos objets. Voilà, je m'arrête là par rapport à cette première intervention. Je vais vous demander, si vous permettez, chers collègues, chers participants, de faire un résumé de la séance. Donc, essayez de réfléchir à des résumés de la séance, des petites phrases, pour résumer un peu ce que nous avons vu aujourd'hui dans cette intervention. Je vous laisse. Ok, petite phrase en tant que résumé sur ce que vous avez appris dans le cours d'aujourd'hui de l'atelier de la méthodologie de recherche. Allez, tout le monde, où êtes-vous? Vous pouvez soit lever la main. Vous n'avez qu'à lever la main pour avoir la parole si vous désirez parler. Tandis que si vous voulez écrire votre réponse, vous pouvez l'écrire via le chat. Merci à vous aussi, hein, vous étiez formidables. Allez, où est le résumé? Résumé. Partir d'un manque de connaissances pour trouver une connaissance belle. J'allie ce cours inaugural sur la méthodologie de la recherche, met en lumière l'importance de la méthodologie dans les travaux de recherche, ici l'importance de poser des questions pertinentes, de collecter des données de manière rigoureuse et de les analyser de manière approfondie. Il insiste également sur le fait que la méthodologie doit être adaptée au sujet de recherche et aux objectifs de l'étude. Enfin, le cours met en avant l'importance de la rigueur et de l'éthique dans la conduite d'une recherche. LM. On a vu 2 étapes en méthodologie de recherche, étape descriptive et expérience. Rachid, 2 types de méthodologie de recherche, descriptive. Abdullah Ahmed, Abdelwahed, pardon. Identification du problème de recherche, manque de connaissances, motivation de recherche, poser des questions de recherche, début de l'activité, sortir de la zone de confiance. Belle, M, la connaissance est une proposition vraie et justifiée. Rachid, descriptive, on n'agit pas et expérimental, on teste. L'important, c'est de se poser les bonnes questions pour commencer toute recherche. Noël. Définition de la recherche scientifique, paradigme épistémologique. Hida. Alors, professeur, je pense que nous avons lu la plupart des… Ils ont validé leur séance, donc ils étaient là avec nous. C'est bien. C'est bien, donc Type de méthodologie de recherche.
C'est essentiel pour بدي هلا. La méthodologie de la recherche est essentielle pour formuler des questions pertinentes, collecter et analyser des données rigoureuses et choisir une approche adaptée au sujet de recherche et aux objectifs de l'étude. Elle garantit la qualité et la fiabilité des résultats, tout en respectant les principes éthiques de la recherche. Rachidem, expérimental, on teste et on benchmark. Belle, observation du phénomène dans son environnement naturel en le décrivant pour la méthode. En résumé, il s'agit des deux méthodologies de recherche descriptive et expérimentale. La différence entre eux, le chercheur agit en utilisant la méthodologie expérimentale contrairement à la méthodologie descriptive. Par contre, les deux se basent de l'observation. Amina, Belle, mais observer et agir pour l'expérimental. Eh bien, bah, bravo. Vous étiez formidable. Vous avez tout retenu de la présentation d'aujourd'hui. Je suis ravi et encore une fois, je vous remercie infiniment de votre échange, Madame Apria. Donc, début de la recherche par ensemble de questions, formuler la problématique, différents types de méthodologies descriptives, expérimentation et simulation. Très, très bien. Donc, je suis très ravi et voilà. On continuera, Inch'Allah, demain. Demain, Inch'Allah, on va y revenir, hein, la revue de littérature. Aujourd'hui, c'était un avant-goût, on va dire, une présentation, une introduction à ce qu'on appelle la recherche scientifique. Ensuite, les méthodologies. On a parlé un peu de ce fameux chercheur. Demain, Inch'Allah, on va y revenir à ce point de départ qui est la revue de littérature, hein, et on parlera de la démarche de la revue de littérature systématique. Je vais essayer de présenter un cas pratique. Donc, pour demain, ça va être un peu différent par rapport à aujourd'hui. Et, et je vais essayer de parler de la revue de littérature systématique et de la présenter avec des cas pratiques. C'est-à-dire, on va faire un atelier, quelque part, un TP. Donc, si vous voulez suivre, vous pouvez suivre en faisant des manipulations si vous le souhaitez. Sinon, je vais faire des manipulations, bien évidemment, sur ma machine. Espérant que ça va marcher, je vais utiliser les logiciels que vous allez découvrir demain, VosViewer, InVivo et les bases de données like Scopus. Donc, je vous remercie infiniment pour votre participation, le fait que vous étiez attentif et ça fait plaisir. Voilà, je vais y revenir juste à peut-être une question que j'ai vue quelque part ici. J'ai une question pour Sir Nice, pour le législatif. Ne pensez pas que les tests. Partager, s'il est possible de le partager. Ça. Oui, bien sûr, je vais vous l'envoyer. Le test des hypothèses et à travers. Ok, vous le recevrez, Noël, quand vous recevrez votre certificat de participation ou encore quand l'enregistrement d'aujourd'hui sera disponible sur la chaîne YouTube. D'accord? Donc, je pense que c'est la partie question-réponse, n'est-ce pas, professeur? Ouais, oui, donc pour la question de Rachid, si tu veux, Rachid, on revient demain, si tu veux, pour en parler. Et tu clarifies ce que tu appelles les études postérieures et tes hypothèses. On reviendra demain si tu veux, parce que là, je pense que moi, le public, il est là. Il est là pour moi, c'est une question intéressante. Bon, je vais essayer de répondre là tout de suite. La méthodologie descriptive, ne pensez-vous pas que le test des hypothèses est test à travers des études postérieures? Alors, tester les hypothèses. Tester les hypothèses, je pense que vous êtes en train de parler de tests statistiques. Bien évidemment, quand on est en train de tester les hypothèses statistiques, on est en train de tester, bien sûr, le passé, hein, donc, ce que nous avons cumulé à des données dans une période particulière, hein, le passé, le présent. Mais aussi, on peut aussi tester des hypothèses avec des données qui parlent de l'avenir. Hein. Et aussi, c'est des hypothèses, mais ce sont des hypothèses de toute façon, tout l'avenir est hypothétique. D'accord? Donc, des fois, nous avons aussi des
des simulations, hein, des simulations, des données qui sont produites pas forcément en observant le réel, mais des données qui sont produites par des modèles, etc. Et donc, on est en train de tester les hypothèses pour voir les différents scénarios possibles. Voilà. Donc, c'est pas faux ce que vous avez dit, mais le fait d'exclure, le fait d'avoir des données simulées, pas forcément des données réelles, qui parlent de l'avenir, c'est aussi, on pourrait faire des tests d'hypothèses dessus, mais c'est pour, dans le cas de, par exemple, les scénarios économiques, etc. Ah, donc, on y va où? Ah, pour dire que voilà, vraiment, on y va dans ce sens, quelque part, c'est comme si nous avons testé une hypothèse. Voilà. Euh, je pense qu'on va s'arrêter là. Et Madame Malak, pour demain, je pense qu'on va juste décaler un petit peu le timing. On va discuter sur ça dans le WhatsApp parce que j'ai un petit empêchement. Donc, je vais peut-être ne pas commencer vers 17 heures, mais peut-être à 18 heures. En tout cas, je vais vous laisser ça sur WhatsApp. Ça D'accord, marche? J'espère que ça c'est ne va pas bien poser reçu. problème. Il n'y a aucun problème. Je enverrai les messages aux participants. Il n'y a pas de Très bien. souci. Merci beaucoup. J'étais ravi. On se verra, Inch'Allah, demain pour voir ce que nous avons vu, dont on a parlé tout à l'heure, la revue de littérature, mais cette fois avec des outils et des manipulations. Et merci beaucoup encore une fois, Madame Malak. Je vous ai fait travailler aujourd'hui, je suis désolé, hein. Mais c'était un plaisir. Ça va, c'est mon job. Ouais, bravo. Mes remerciements à l'équipe d'organisation. À demain. Ok, avant, vous n'allez pas voir les questions des participants ou bien c'est bon? Alors, est-ce qu'il y a des questions? Je pense il y a des questions. Non. Ok, Il y avait, nous allons voir ceux qui ont des questions. Vous pouvez soit lever la main, soit l'écrire sur le chat. Attention, les questions pour le cours d'aujourd'hui. Nous aurons un voilà. deuxième cours de... Ok, on répète pour ceux qui ont des questions. Veuillez, s'il vous plaît, soit lever la main, soit l'écrire sur le chat. Allons-y. 2 minutes, 3 minutes pour la partie questions-réponses. Pas de questions, on dit au revoir. Oui, oui, Younes. Donc demain, ça va être Zotero et les autres outils. Ouais, effectivement. Ok, j'ai pas bien compris le Zotero, mais bon. C'est un logiciel qu'on utilise pour. On va le voir demain. Et ouais. Pardon. Ah, ok, pour ceux qui ont des questions, veuillez s'il vous plaît soit lever la main, soit l'écrire sur le chat. Ok, tout le monde, vous n'avez plus de questions à professeur Anis? Ok, je pense que nous avons fait une bonne démarche en ce moment. Donc, à la fin du premier cours de l'atelier d'aujourd'hui, voulez-vous ajouter quelque chose, professeur? Non, j'étais simplement très ravi avec les participants d'aujourd'hui. Et c'était un plaisir pour moi d'y contribuer, d'intervenir dans le cadre de vos activités, dans le cadre des activités de recherche de votre université. J'espère que j'ai atteint certains objectifs et tout en partageant avec vous, je vous remercie infiniment. Merci infiniment à vous, professeur, pour votre temps et pour tous vos efforts d'aujourd'hui. Merci aux participants pour avoir participé au premier cours de l'atelier d'aujourd'hui. Attention, attention, attention. Nous insistons sur le fait qu'il y a toujours un deuxième cours demain, mais on aura un décalage de l'horaire. Nous vous enverrons un message via vos emails à 18 heures,
selon l'heure locale de l'Arabie saoudite. Vous pouvez également suivre les dernières actualités concernant les séminaires, formations, ateliers, concours et l'inscription au programme d'études de l'université via le compte officiel de l'université sur Facebook, le groupe WhatsApp des activités étudiants et également le site web de l'université de Mid-Ocean. Merci à vous tous. Nous vous verrons demain avec le deuxième cours de l'atelier ou encore vous pouvez également assister au séminaire du monde du freelance et le marché du travail qui aura lieu après quelques heures à 21h selon l'heure locale de l'Arabie saoudite. Merci à vous tous et nous vous souhaitons une excellente soirée. Au revoir. Au revoir.